Voilà, vous avez invité un biogéochimiste. C'est quoi ça, un biogéochimiste? J'ai coutume de dire que c'est quelqu'un qui voit des flux partout. Et donc, je vais essayer de vous présenter quel est le regard de la biogéochimie sur, d'abord sur l'assiette d'aujourd'hui, avant de passer à celle de demain. Alors, ce que voit le biogéochimiste quand il regarde l'assiette d'aujourd'hui, c'est d'abord ce que voit aussi le diététicien, hein, des calories pour nous apporter de l'énergie, des protéines pour apporter de quoi renouveler nos tissus, des protéines qui viennent pour 35%, à peu près un tiers de végétaux, céréales et légumineuses, pour 2 tiers aujourd'hui de produits animaux. Bon, dans l'assiette d'aujourd'hui, il y a aussi l'eau. N'oublions pas que l'eau est aussi un aliment. Il y a aussi, et on l'a dit bien ce matin, c'est important, il y a aussi des rencontres, du rêve, hein, des échanges. Ça fait partie de ce dont nous nous nourrissons. Le biogéochimiste, en plus de tout ça, il veut savoir, en termes de flux, hein, d'où proviennent tous ces produits. Est-ce que ça vient d'abord du marché local ou du supermarché? Au passage, il s'aperçoit que dans le caddie, il y a plus que dans l'assiette en réalité, tout simplement parce qu'il y a ce gaspillage alimentaire, ou ces déchets inévitables d'ailleurs, hein, les épluchures, ces déchets dont le devenir finalement est une chose à quoi s'intéresse beaucoup le biogéochimiste, de même qu'il s'intéresse au devenir de nos aliments une fois que nous les avons consommés, de même qu'il s'intéresse aussi à la provenance des aliments que nous achetons, où sont-ils produits, avec quelles ressources. Bon, en bref, le biogéochimiste, il essaye de développer une vision systémique de l'agriculture, de manière précisément à matérialiser ces fameux liens entre l'alimentation et le territoire dont nous avons parlé et dont nous parlerons encore. Alors, pour regarder vers l'amont, d'où proviennent ces aliments que nous achetons, eh bien, voilà, pour ce qui concerne le tiers de protéines végétales, le tiers de protéines d'origine végétale, elles proviennent, pour ce qui concerne les céréales, essentiellement d'Île-de-France, hein, un petit peu d'ailleurs aussi, mais l'Île-de-France est très forte, concentre très fortement les productions céréalières que nous consommons en Île-de-France. En ce qui concerne le maraîchage, ça n'est plus vrai, ça l'a été, ce n'est plus vrai, et effectivement, l'aire de production est beaucoup plus vaste autour en France et même à l'étranger. En ce qui concerne alors les 2 tiers de protéines d'origine animale, elles proviennent pour moitié d'un centre de production qui est le Grand Ouest, spécialisé en élevage, un élevage qui, on va le voir dans un instant, dépend très largement aussi d'importation de fourrage depuis l'Amérique latine. Et puis pour l'autre moitié de régions plus diffuses où subsistent des zones de production de polyculture plus extensives. En termes de surface, c'est intéressant de regarder ce que ça représente. Le francilien moyen, il se loge, grosso modo, dans une trentaine de mètres carrés. Il a à sa disposition aussi, disons, 300 mètres carrés par personne, hein, d'espace urbain, d'infrastructure. Pour produire les protéines végétales, il suffit de 150 mètres carrés, la moitié finalement des aires urbaines qui nous sont consacrées à chacun d'entre nous. Par contre, pour produire les protéines animales, il nous faut 30 fois plus d'espace. 30 fois plus d'espace, en ce compris des lointains hectares en Amérique latine. En termes de ressources, alors, ici, voilà l'exemple des engrais azotés utilisés dans toutes ces productions. Il nous faut 7 fois plus de ressources, et donc on va engendrer 7 fois plus de pollution pour produire les protéines animales que les protéines végétales. Voilà un premier constat qui aussi est basé sur le constat d'une terrible spécialisation de la production agricole en France.
les céréales, ben, je le disais, hein, la production des céréalières, elle est très, très fortement centralisée dans les terres du bassin parisien, qui produisent beaucoup plus que ce territoire n'en a besoin pour assurer son alimentation, et donc c'est une production d'exportation très largement, tandis qu'une bonne partie de l'élevage est concentrée de manière assez intensive dans le Grand Ouest. En fait, aujourd'hui, la France exporte massivement ses céréales, produites surtout dans le centre, hein, dans ces plaines du bassin parisien, et les exporte vers le Maghreb, l'Asie mineure, vers le nord de l'Europe également, tandis que les protéines animales sont produites dans le Grand Ouest, qui nourrissent une bonne part du reste de la France, mais au prix d'importations massives de soja, de sorte qu'on a ce système extraordinairement ouvert sur l'extérieur qui caractérise aujourd'hui notre système agroalimentaire à l'échelle nationale. Pour revenir au bassin parisien, voilà un petit peu comment on peut, c'est la même chose, hein, on peut représenter les cycles de matière, les cycles de l'azote en particulier. Les terres arables produisent massivement des céréales dont 80% est destiné à l'exportation, et cette production-là, elle est soutenue par le recours à des engrais industriels. Cela ne suffit pas, ces productions-là ne suffisent pas pour nourrir un bétail qui a très fortement déserté ces zones, de sorte qu'en fait, l'alimentation francilienne dépend massivement du système Grand Ouest, qui fonctionne, lui, avec un élevage surdimensionné, qui ne peut se soutenir que grâce à ces importations massives de soja sud-américain, donnant lieu, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, à des surplus de fertilisation de l'azote qui polluent les eaux de surface et les eaux souterraines, qui donnent lieu aussi à des émissions massives de gaz à effet de serre. Tout ça a été évoqué ce matin. Cette agriculture industrielle, très spécialisée finalement, conduit donc à une pollution des eaux très importante, hein, 440 captages d'eau potable, d'eau souterraine potable, abandonnés en 10 ans. Essentiellement, ce sont les camemberts verts, hein, essentiellement pour cause de contamination nitrique ou de contamination en pesticides, ça va de pair en réalité. Cette industrie aussi, cette agriculture industrielle aussi, qui s'est développée très très rapidement après les années 60, hein, a conduit également à une contamination nitrique tout à fait massive, dont vous voyez l'évolution sur ces graphes. Alors, voilà donc le regard sur l'assiette d'aujourd'hui. En ce qui concerne l'assiette de demain, bon, quel avenir, hein, bon, je ne vais pas regarder dans une boule de cristal, je vais plutôt adopter une approche de prospective. La prospective, ce n'est pas prévoir l'avenir, hein, c'est au contraire essayer de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans l'évolution, dans les tendances évolutives qu'on peut regarder déjà présent, déjà s'exercer aujourd'hui. S'exercer aujourd'hui, mais parfois de manière contradictoire. Alors la prospective, le jeu de construction de scénarios, ça va consister à, au contraire, essayer de pousser, d'isoler certaines de ces tendances et de pousser ces tendances jusqu'à leur extrême pour voir à quoi cela nous mène. Et donc on va s'amuser, si vous voulez bien, ensemble, à construire deux scénarios, explorer deux scénarios. Le premier, ce sera la poursuite de cette tendance d'ouverture et de spécialisation, hein, qui s'est manifestée très très fortement depuis une cinquantaine d'années, disons, qui a conduit à la spécialisation des territoires, à une concentration de l'élevage dans une partie du territoire français, qui a conduit aussi à augmenter la proportion de protéines animales dans le régime alimentaire. En fait, tout ça est assez cohérent avec la volonté affichée, hein, encore aujourd'hui, de s'inscrire dans la mondialisation, de s'inscrire dans un marché très segmenté, très spécialisé à l'échelle internationale. Mais il n'y a pas que cette tendance, et
c'était très très clair ce matin en écoutant les débats, il y a une autre tendance de fond qui existe aujourd'hui et qui vise à tout le contraire et qui est très présente et qui est très très forte aujourd'hui, mais qui va à l'encontre de ce dont je viens de parler. C'est une volonté d'autonomie, de recherche d'autonomie des exploitations, de recherche d'autonomie des territoires, la volonté de reconnecter l'alimentation et l'agriculture et le territoire, de reconnecter aussi l'élevage et la culture, de réfléchir, de reprendre en main son alimentation, hein, mais de réfléchir aussi à son régime alimentaire en questionnant cette question de la prédominance des protéines animales dans le régime alimentaire. Et ça, c'est donc un autre scénario que je vais appeler d'autonomie, de reconnexion, de relocalisation, et qui est probablement plus proche des aspirations de la plupart des gens qui sont dans cette salle en réalité. Alors, pour construire ce scénario, on va essayer de voir trois aspects, hein, trois leviers de changement en fait: le régime alimentaire, les systèmes de culture, quel recours on fait aux engrais, quel recours on fait aux pesticides, et puis l'élevage, sa place, le type de connexion à l'agriculture proprement dite. Alors, la question du régime alimentaire, c'est évidemment une question, d'abord une question d'éthique, hein, et les débats de ce matin ont mis en évidence hein, qu'il y a des visions très différentes qui s'affrontent, celle des tenants de la libération animale, hein, qui, après des auteurs comme Peter Singer, prônent, en fait, s'interdisent toute consommation animale, toute exploitation finalement des animaux sentients en tout cas. À côté de ça, à l'extrême, vous avez des auteurs comme Dominique Lestel qui assument au contraire totalement le carnivorisme de l'être humain en disant qu'être carnivore, ça nous engage en tant qu'être humain parce que ça nous rappelle que nous sommes nous-mêmes des animaux issus de chair d'autres animaux et pas des extraterrestres connectés à Google. Entre ces deux positions, il y a je crois, et je me sens plus proche de cette position, celle de Jocelyne Porcher, qui rappelle que l'homme vit avec les animaux et travaille avec les animaux depuis très longtemps, et que dans les pratiques d'élevage, qui ne sont pas les pratiques des productions animales et de l'élevage industriel, dans la pratique d'un certain type d'élevage, il y a aussi une manière de retrouver du sens à ce contact, à ces échanges entre homme et animal, fût-ce pour utiliser l'animal, non seulement comme force de travail, mais aussi comme source de nourriture, après une vie qui peut être aussi une vie pleine de sens et une vie bonne. Alors, donc ça, c'est une partie du débat sur le régime alimentaire. L'autre est évidemment diététique et de santé publique. Et là, il est assez clair aussi que réduire la quantité de protéines animales donne lieu à une assiette plus saine, qui évite un certain nombre de maladies cardiovasculaires, de cancers, etc. Et on a cité ce matin le scénario After 2050 et l'assiette After proposée par Solagro, qui, en gros, hein, prône une réduction du gaspillage d'abord, mais aussi une substitution de la moitié des protéines animales par des protéines végétales. Alors, j'ai mis ces deux images pour vous montrer que ça n'a rien de terriblement radical, hein, finalement, quand vous regardez ça. Ça ne fait pas tellement peur, hein, c'est un peu le jeu des 7 erreurs. En réalité, ça revient à un régime alimentaire assez proche de celui de la fin des années 50. Et voilà. On réduit de moitié la quantité actuelle de protéines animales. Donc on passe en fait de 2 tiers de protéines animales dans notre régime alimentaire à 1 tiers de protéines animales, le reste étant substitué par des légumineuses. Alors c'est donc le régime que je vais prendre pour notre scénario autonome reconnexion, et je vais l'appeler demi-tarien, c'est le nom de ce régime. Pour notre scénario d'ouverture de spécialisation, là au contraire, je poursuis la tendance à un accroissement de quantité de viande mangée avec le produit, avec la richesse finalement. Bon. Deuxième aspect,
les systèmes de production agricole. Peut-on se passer des engrais de synthèse et des pesticides? Aujourd'hui, dans l'agriculture conventionnelle, ce qui est assez typique, ce sont des rotations culturales qui alternent le colza, le blé et l'orge. Donc un taux de retour très rapide des cultures sur la même terre, ce qui en fait implique le caractère très court de ces rotations implique pratiquement d'utiliser des pesticides pour se débarrasser des parasites, des mauvaises herbes qui, inévitablement, dans ce type de rotation, entrent très vite en compétition avec les cultures. Ces types de rotation impliquent également une fertilisation minérale assez importante. On peut se passer de tout ça. C'est ce que fait l'agriculture biologique, à condition d'inclure dans les rotations des légumineuses qui vont elles-mêmes fixer l'azote et être un substitut à la fertilisation minérale. C'est aussi une bonne façon d'allonger les rotations et donc d'apporter plus de diversité et donc de pouvoir se passer des herbicides et des insecticides. L'agriculture biologique est donc nécessairement caractérisée par des rotations longues et par une forte proportion de légumineuses, notamment de légumineuses fourragères dans ces rotations. À part cela, l'agriculture biologique a les mêmes caractéristiques de performance que l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire que pour à fertilisation égale, à quantité totale d'azote, qu'il soit apporté par des engrais de synthèse ou qu'il soit apporté par la fixation symbiotique, le rendement est le même. Elle peut être plus ou moins intensive que l'agriculture conventionnelle, mais elle se passe de pesticides. Et la palette des produits auxquels elle donne lieu est plus large et comprend nécessairement des légumineuses fourragères comme la luzerne, le trèfle et des choses comme ça. Des cultures que finalement nous ne pouvons pas consommer nous-mêmes, qui ne sont valorisables qu'en nutrition animale, et c'est la raison pour laquelle ce type d'agriculture nécessairement devra être associé à de l'élevage. Voilà donc comment je vais distribuer les nouvelles cultures dans ce scénario. Et en ce qui concerne l'élevage, je viens de le dire, autant je peux poursuivre dans mon scénario d'ouverture de spécialisation, je peux poursuivre ce mouvement de délocalisation de l'agriculture et de l'élevage, exclure complètement les animaux, les ruminants, du bassin parisien, exclure aussi par la même occasion les prairies, tout mettre en terre arable, et je reconcentre le bétail dans le reste de la France, dans la partie Grand Ouest où il l'est déjà, ainsi que dans les zones qui sont actuellement en polyculture élevage. Tandis que dans le scénario d'autonomie-reconnexion, je vais généraliser la polyculture élevage et je vais réintroduire des animaux là où actuellement la spécialisation en grande culture les a très largement exclus. Avec une densité de bétail qui est plus faible, mais beaucoup mieux répartie. Les couleurs ne donnent pas très bien à l'écran, mais voilà, la répartition du bétail est beaucoup plus uniforme dans la France. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de fonctionnement de l'économie nationale, finalement, on compare ici le scénario d'ouverture et de spécialisation, le premier, avec le fonctionnement actuel. Bon, c'est un scénario qui donne lieu à davantage de production de produits végétaux. La production des terres arables est augmentée de 10% environ, ce qui permet, c'est pour ça que ce scénario existe, c'était son objectif, ce qui permet d'exporter davantage de céréales. Le signe moins indique qu'on exporte des céréales, et on en exporte, vous le voyez, très largement, 25% plus qu'aujourd'hui. On produit également davantage de viande. On peut donc exporter davantage de viande et de poudre de lait, mais cela se fait ça ne peut se faire qu'avec une importation massivement augmentée de fourrage importé, de soja brésilien importé de manière encore plus massive. Dans le cas de notre scénario autonome, biologique, demi-tarien, au contraire,
on produit un peu moins de production végétale, 20% de moins, mais ça ne nous empêche pas, parce que la consommation, la demande de ces produits végétaux a baissé du fait du changement de régime alimentaire, ça ne nous empêche pas de continuer à exporter, à avoir la possibilité en tout cas d'exporter des céréales vers l'extérieur. Par contre, les effectifs du bétail ont très très largement diminué, ce qui fait qu'on est tout juste autosuffisant en termes de protéines animales avec ce régime demi-tarien et qu'on n'exporte plus de produits animaux, si ce n'est quelques fromages AOC, mais en petite quantité. On n'est plus du tout dépendant, c'était une condition du scénario, d'importation de soja brésilien. Et donc voilà à quoi ressemblent les flux de transport de viande et de lait en France. En Île-de-France, on ne sera pas malgré tout autosuffisant. Il faudra continuer à importer, de même que pour la région marseillaise, des protéines animales depuis d'autres régions. Mais la France reste autosuffisante. En termes de contamination nitrique des eaux de surface et des eaux souterraines, on est bien meilleur dans le scénario d'autonomie reconnexion qu'on ne l'est dans la situation actuelle et qu'on ne le pourrait l'être dans la situation d'ouverture de spécialisation. Vous voyez que la qualité de l'eau est très très largement améliorée, de même que les émissions de gaz à effet de serre sont très largement diminuées par ce scénario. Voilà. Alors, je vais peut-être m'en tenir à cela, parce que je vois que le temps passe. Qu'est-ce que je conclus de tout cela? Je conclus que la poursuite de la tendance de spécialisation, d'ouverture, qui a caractérisé l'évolution du système agroalimentaire depuis une cinquantaine d'années, s'accompagne nécessairement de contamination environnementale très très importante, même si, parce que ça faisait partie aussi du scénario, même si on raisonne au plus près l'agriculture et la fertilisation, ce n'est qu'avec un système basé sur l'autonomie des exploitations, la reconnexion de l'agriculture et l'élevage, la généralisation de l'agriculture biologique, qu'on peut véritablement inverser la situation de pollution. Mais que ce système est parfaitement capable de nourrir la France et même de poursuivre une certaine part d'exportation de céréales vers d'autres pays du monde qui pourraient encore en avoir besoin, même si on généralisait ce type d'évolution. Alors, je voudrais terminer en concluant un petit peu sur la notion d'éducation au goût. J'ai centré l'essentiel de mon exposé sur le lien entre alimentation et territoire. La deuxième table ronde va aborder la question de l'éducation au goût. L'éducation au goût, pour moi, ce n'est pas seulement une affaire de papilles. C'est aussi apprendre à regarder au-delà du contenu de l'assiette. Dans quoi s'intègre cette assiette? Dans quel système? Le goût des aliments, c'est aussi lié à ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour produire ces aliments. Et un aliment peut être délicieux au goût, peut être riche en nutriments, peut être totalement exempt de tout produit toxique, de tout résidu de pesticides. Mais si sa production a causé des dégâts sur l'environnement, a pollué les eaux et les rivières, a réduit drastiquement la biodiversité, a causé des cancers auprès des agriculteurs, est-ce que réellement cet aliment peut avoir bon goût? C'est la question que je voudrais poser pour la table ronde de cet après-midi. Je vous remercie. Merci.